Nous avons vu lors des 2 émissions précédentes un paysan qui rationnel, performant dans son système, mais à l'heure actuelle, en 1987, n'empêche qu'il y a des signes d'une crise profonde, puisque le produit national brut par tête d'habitant est faible, il est $350 par tête et par an en moyenne, ce qui revient pour la société, pour le paysan, à $150 par tête et par an. L'exode rural est massif. Les paysans affluent vers les villes, ils émigrent à l'étranger. Le déboisement est considérable. C'est un fait connu de tous quand on a survolé Haïti de voir ce pays déboisé. Alors, c'est très beau tout ça, mais comment en est-on arrivé là? Ça, on dit sociologue. Bien. Non, je crois qu'effectivement, tu étais en train de décrire la crise grave que traverse actuellement Haïti. Crise qui est probablement l'une des plus grandes de l'histoire du pays. Depuis au moins 4 siècles. Nous avons eu une société qui a basé tout son avenir, toute sa force, essentiellement sur les capacités de production de l'agriculture. Voici que l'agriculture se trouve au bout de ses forces, c'est ce que tu viens de décrire. Voici que la paysannerie ne peut plus tirer quelque chose de la terre. D'abord, la terre, elle est rare et elle est en mauvais état, elle s'en va. Comme si, donc, cette crise qui traverse l'ensemble de la société haïtienne venait s'installer spécialement au cœur même de la paysannerie. Et si elle atteint la paysannerie, c'est tout le pays qui est atteint. On se demande donc quels sont les mécanismes qui ont pu mener jusque-là. Pour moi, il y a 2 choses à comprendre. D'abord, il y a eu une politique menée pendant 1 siècle et demi, disons depuis l'indépendance d'Haïti en 1804, il faudrait préciser surtout depuis la mort ou l'assassinat de Dessalines, 1806, qui avait pensé la question agraire, au moins qui avait pensé la question agraire. Depuis donc cette date jusqu'à nos jours, nous avons affaire à une politique qui a été bâtie pour contraindre les paysans à produire le plus possible, mais en fonction d'une minorité. Cette minorité se trouvait dans les villes et se concentrait autour des appareils de l'État, du nouvel État naissant. Ce sont les groupes de gens qui se situent autour du nouvel État naissant, les généraux qui recevaient de grandes terres en récompense, la classe de bourgeoisie commerciale naissante, les grands propriétaires, c'est ce petit monde qui s'est identifié au pays tout entier et pour lequel l'État haïtien travaillait, du moins depuis 1806. Bon. Oui, il a voulu s'identifier, mais les autres n'ont pas accepté. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là les choses ont commencé à diverger.
Bon, ce petit groupe dont tu parles a bien essayé de représenter, disons, la nation à lui tout seul. Hein. Cet appareil d'État. Bon, il a bien essayé. Mais les autres l'ont pas écouté. Les autres se sont moqués de lui. Les autres ne l'ont pas écouté. Tout à fait d'accord avec toi. Ils ont essayé de construire un autre système qui est un système de marronnage. Et quels autres? Les autres, je veux parler de l'ensemble du monde paysan. Il a essayé très tôt de reconstruire un système à partir même des traditions africaines. C'est le système de l'Akou, c'est-à-dire un type de propriété dans lequel on retrouve le père de famille comme une sorte de patriarche avec différentes autres familles qui ont leur petite propriété sur le même espace. Ils pouvaient vivre en autarcie en quelque sorte. Ça, c'est un type de société marronne qui a été créé entre 1804, on peut dire, qui a pu survivre au-delà de 1825. Enfin, on a entendu beaucoup parler de ce type de société vers 1825, puis même jusqu'au début de la seconde moitié du 19e siècle en Haïti, mais ce type de société n'a pas pu survivre. Toute la politique a été bâtie pour rogner constamment sur cette société que les paysans ont créée, rogner au niveau de la terre. D'abord, il y a un groupe de gens, les spéculateurs, qui sont directement en contact avec les commerçants de bord de mer. Ceux-là, ils tâchent de plus en plus de tirer des paysans tout ce qu'ils pouvaient tirer des paysans, puisque les paysans ne sont pas au courant des taxes, ils ne connaissent pas les prix sur le marché mondial. Ensuite, deuxièmement, il y a les commerçants de leur côté qui essaient, au niveau des dettes des paysans, de profiter des dettes que les paysans font auprès d'eux-mêmes pour accaparer une partie de leurs terres. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les notaires, sans compter les problèmes d'arpentage, les problèmes de papier. Les paysans ne sont pas au courant, ils ne savent pas lire. On les maintient dans cet état d'analphabétisme afin que, précisément, tout ce monde urbain, parasitaire, notaires, arpenteurs, spéculateurs, avec les commerçants, maintenant joint aux commerçants, tout ce monde essaie de vivre sur le dos de la paysannerie haïtienne. Écoute, et l'autarcie, tu as parlé d'autarcie. Il n'y aurait pas d'autarcie en fait. Puisque tu dis qu'il y a des relations entre différents acteurs économiques qui s'établissent. Et c'est à cause et avec ces relations économiques que les parasites de la ville ont pu faire des prélèvements sur les paysanneries. C'est exact. Je pense que les paysans ont tenté de se construire un monde à part, mais ils ont face à eux une dépression continuelle. Oui, mais c'est dépression continuelle, et il y a une intégration effective du monde paysan dans un système beaucoup plus global et qui a permis cette dégradation continuelle. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que la paysannerie a eu son heure de gloire, enfin son heure de gloire. Ils ont été en pleine expansion 1880-1930, donc il y a 50 ans de ça. Pourquoi à ce moment-là, je suppose qu'elle devait dégager un minimum de surplus. Elle avait la terre dont elle avait besoin. Pourquoi à ce moment-là, elle n'a pas pu, je veux dire, éclater et prendre les dispositions nécessaires pour qu'on ne se trouve pas dans cette situation actuelle? Enfin, écoute, Vincent, je crois que la paysannerie haïtienne a fait des tentatives d'intervention dans la scène publique, mais elle a été, chaque intervention a été récupérée, manipulée par des politiciens des villes, et le système culturel a été tel que les paysans avaient chaque fois la parole coupée. Ils n'avaient pas les moyens de s'exprimer sur la scène publique. Puisque, et c'est ça qui est important, il ne s'agit pas de prendre en compte uniquement tout un système politique, il faut voir le système culturel qui a été dominant en Haïti. Ce système culturel, au départ, a essayé de couper les paysans de la ville, dans un premier temps, par le système éducatif qui était réservé aux paysans. Il y a un système d'école rurale pour les paysans, il y a un code rural pour les paysans qui permettait un code rural, surtout celui de Boyer, qui a été promulgué en 1826, qui reprenait en fait un code de 1801
un règlement de 1801 que Toussaint Louverture avait déjà préparé pour que les paysans soient embrigadés dans une culture d'exportation qui permettait au nouvel État de s'enrichir, mais au détriment des paysans, sans que quelque chose retombe sur le monde paysan. Donc, il y a donc ce code rural qui a été repris par tous les gouvernements en Haïti, qui en outre avait comme un des articles les plus importants, les paysans devaient rester fixés à leur terre, ils ne pouvaient pas se déplacer. Autrement dit, chaque intervention des paysans pouvait être considérée comme un acte de délinquance. Le paysan, pendant le 19e siècle, on peut le définir comme un délinquant. D'autant plus que le vaudou, qui est la conception particulière de la vie qu'a le paysan, le mode de système culturel qu'il s'est créé lui-même, puisqu'il n'y avait précisément pas d'école, pas de système de santé. C'était le vaudou qu'ils avaient recréé dans les conditions que l'on sait, à partir duquel ils essayaient de se donner un sens à l'ensemble de leurs pratiques, de rationaliser l'ensemble de leurs pratiques. Eh bien, ce vaudou a été lui aussi persécuté. De telle manière que, en dehors du système politique, nous avons eu affaire à un système culturel qui coupait la parole aux paysans en Haïti. Ils ne disposaient pas de moyens pour se défendre et pour entrer même en dialogue avec les masses urbaines en Haïti. Oui, mais vu leur masse à l'époque, vu leur importance, même numérique, et puis leurs conditions économiques qui étaient satisfaisantes à ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas eu explosion de cette paysannerie et il n'y a pas eu... Bon, à mon avis, cette paysannerie, en quelque sorte, a trouvé un moyen qui correspondait à son génie propre, en quelque sorte, d'assurer la perpétuation de son propre système. Et c'est sans doute en partie pour ça qu'elle n'a pas saisi cette chance, qu'on pourrait appeler chance nous, cette chance qui a été la prospérité économique des 50 ans que vous avez mentionné tout à l'heure, pour s'enrichir, pour devenir plus importante, etc. Il faut se demander si cette paysannerie, en fait, ne souhaitait pas ne pas dépasser une certaine ligne. S'il n'y a pas un système qui, à l'intérieur d'elle-même, l'empêchait, ce système de la petite propriété, finalement, est un système qui ne permet pas facilement de déboucher sur des systèmes de grandes exploitations, puisque ce système de la petite propriété a été bâti contre le système des grandes exploitations. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être en même temps lui-même et son contraire. Je crois que là, tu entames un point. Je retiens de ce que tu as dit, ils sont obligés de bâtir un système contre un autre. Il y a de ça. Et c'est ça, la situation de la paysannerie. Elle a été acculée à être sur la défensive, chaque fois. Et si on le reprend historiquement, cette situation défensive face à une offensive perpétuelle des classes dominantes de l'État haïtien, eh ben, ça s'est caractérisé dans la période avant l'indépendance jusqu'à la mort de Dessalines par une lutte de cette paysannerie contre la grande exploitation et la grande exploitation agro-exportatrice. Oui. Que tu retrouves à l'occupation américaine, où le paysan refuse la grande exploitation proposée 100 ans plus tard. C'est encore une autre période. Mais comme Vincent l'a dit tout à l'heure, eh ben, à une autre période, cette paysannerie, contre cette grande exploitation, contre ce caporalisme agraire dont tu viens de parler, et le code rural qui codifiait ce caporalisme agraire, et de Boyer, ou le code rural de Toussaint Louverture, eh bien, cette paysannerie, contre ça, a pu monter l'ensemble, une multiplicité de petites exploitations familiales de 1825 peut-être jusqu'à 1915. Et petites exploitations qui ont connu une période faste, une période de gloire, quoi, et au fur et à mesure qu'elle se montait, quoi. Moi, je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec Barthélemy, puisque il y a d'après moi quelque chose qui est important à noter. C'est-à-dire que je ne crois pas que ça a été contre, ça a été monter une exploitation qui correspondait aussi aux exigences d'un milieu
Haïti avait une certaine conformation écologique, eh bien, les paysans sont arrivés, ils ont fait leur exploitation avec les exigences que ça avait. Il y avait une forêt, ils ont pu conquérir cette forêt, mettre sur place un système de culture. Et ce système de culture, comme Paul l'a dit, a quand même des périodes de faste. Et pour moi, ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire quelque chose contre seulement la grande propriété. Ce n'est pas quelque chose contre la grande propriété. C'est un système qui permet aussi d'avoir sa liberté, de faire quelque chose qui est propre à ce paysan. Et moi, je crois que la période faste que Paul a voulu décrire s'étend sur plus d'une vingtaine d'années. Et c'est une période... Plus que ça. Mais on a l'impression que c'est un peu l'avocat du diable, mais que c'est un système un peu minier. Dans Un ce peu, sens, pardon. minier, c'est-à-dire qu'il épuise ses ressources. mais moi, je la crois- terre, je m'explique. Ouais. La forêt est aux paysans. 1825, ils occupent la terre. Au début, ils disposent de 20 hectares par famille, avec le système de la cour que décrivait la Hennec. Génération suivante, il n'y en a plus que 10. Génération après, 5. On arrive à 1 hectare en 1930. Alors à partir de 1930, la génération suivante, on passe de 1 hectare à diviser en 5 ou 6. Effectivement, ça fait l'exode rural. Donc tout se passe comme si on puisait sur la terre. Et puis, ce qui explique tout le phénomène d'érosion, déboisement excessif, etc. Comme s'il n'y avait pas une bonne gestion de ces ressources, où il n'y avait pas prévision pour l'avenir. Il n'y avait Moi, pas... je crois que là, si tu permets, Vincent, l'éclatement des exploitations, on aurait pu enregistrer un certain éclatement des exploitations, mais avec des dimensions, une certaine dimension et une certaine capitalisation au niveau de chaque parcelle Oui. en soi, qui permettrait à la famille de survivre. Cependant, ce qui est arrivé et qui est important de noter là, au moment où nous parlons, c'est que les groupes, les classes dominantes et l'État, se rendant compte que la paysannerie Des performances. s'organisait pour faire chemin seul et s'organiser seul, Oui. s'est rendu compte qu'au lieu de revenir avec des lois coercitives pour empêcher à cette paysannerie de constituer son exploitation familiale, elle s'est mise, la bourgeoisie, les classes dominantes se sont mises en aval de ces exploitations familiales, attendant le produit de cette exploitation pour en tirer le meilleur parti. Comment? Eh bien, à travers une fiscalisation qui est tout à fait suceuse des revenus du paysan, à travers des Une taux. fiscalisation, il faut que tu précises, Oui. qui se basait essentiellement sur la succion, qui était une ponction continuelle Un du prélèvement travail continu. et, Il faut et des d'abord- richesses du paysan. Il faut... Et c'est ça, c'est par là que la crise peu à peu se préparait. À mon avis, c'est ce chemin qu'on peut suivre et par lequel on peut trouver les racines de la crise. Je dirais actuelle. plus. En plus de ce prélèvement qui empêche à cette parcelle de 20 hectares d'avoir une capitalisation suffisante pour que la génération suivante puisse obtenir des parcelles moindres, mais avec des forces productives plus élevées. Ah ben, à ce niveau, il y a en plus de ça un autre problème. C'est qu'au fur et à mesure que ces prélèvements sont faits, au fur et à mesure, comme tu dis, qu'il y a des successions et des divisions, eh ben, le déboisement, les gens sont obligés de déboiser, sont obligés de faire un choix. Alors là, je crois nécessaire de le noter. Au départ, cette petite exploitation n'a pas été à 100% vivrier. Elle a été avec une priorité pour les vivres, parce qu'il faut manger, mais avec des cultures d'exportation aussi. Donc, il y avait un la surface qui dosage. pouvait se faire. Oui, il y avait un dosage intelligent du vivrier, ce qu'il faut pour vivre, et les produits d'exportation. Au fur et à mesure que le temps passait, que les prélèvements se faisaient, la capitalisation se rendant impossible, eh bien, ils en arrivent à réduire la surface boisée de plus en plus. Le couvert boisé se réduit, le café aussi avec, et le déboisement ça arrive comme une nécessité. Et pourquoi sont-ils obligés de réduire le café? La simple bonne raison que la superficie totale qu'ils ont, eh ben,
permet plus d'avoir un pourcentage même de 30% de café parce que de cette superficie. Je crois. C'est-à-dire, quand tu as 10 hectares, tu peux avoir 5 hectares de café. Quand tu as 5 hectares, tu peux avoir 1 hectare de café. Quand tu n'as plus qu'un hectare, tu ne peux plus avoir de café du tout. Exact, parce qu'il faut manger. Laisse-moi expliquer. Oui, il y a ça, il y a la pression démographique, et puis il y a une demande aussi sur le vivrier, qui fait que le vivrier devient rentable de faire du vivrier par rapport à une culture d'exportation. Et en plus de ça, le marché du vivrier, il est intérieur, il peut être contrôlé par ce pays. L'autre question qui est importante, c'est que la tendance serait de mettre la crise, les causes de la crise sur la démographie. Mais il y a un cercle vicieux dans ce phénomène. C'est que plus on déboise, plus la fertilité baisse, et plus il faut de travail pour tirer un minimum d'aliments sur une parcelle. Et à ce moment-là, le paysan est acculé à avoir des enfants, à avoir une main-d'œuvre abondante dans sa famille pour pouvoir travailler cette terre et en tirer le minimum pour vivre. Alors c'est un cercle vicieux. Ouais. Ça part la réduction de la parcelle, la capitalisation qui n'est pas faite, la terre qui déboisée et donc qui perd de la fertilité, et l'obligation pour le paysan d'avoir plus de main-d'œuvre. Si je résume, il y a crise vers 1930, elle commence, disons. Il y a crise parce qu'il n'y a pas pu avoir capitalisation paysanne. Et il n'y a pas pu avoir capitalisation paysanne parce que c'est la faute des gens de la ville, la faute des bourgeois. Et les paysans, eux, ne sont pas responsables. C'est la faute de l'État. Donc là, il faut montrer comment l'État haïtien a été construit, a été bâti essentiellement pour être au service d'un petit groupe de parasites urbains et de la bourgeoisie commerciale. Ça, je suis tout à fait de ton avis. Mais c'est ça qu'il faudrait pouvoir approfondir dans le cas d'Haïti. Parce que par là, nous pouvons retrouver la spécificité de cette crise agraire que traverse Haïti, puisque c'était l'une des agricultures les plus prospères, en tout cas, que la Caraïbe a connue. Il faut rappeler qu'en 1880 ou 1900, les exportations de café étaient bien supérieures à celles de la colonie. Bien supérieures, elles dépassaient celles de la colonie. Et Haïti était réputé donc, pour ses exportations de café. Justement. Et dans une économie paysanne. Mais nous avons cette contradiction que toute une société appuie toute son économie sur la production paysanne et organise en même temps tout son système de pensée, tout son système de culture, tout son système politique sur un effort pour repousser continuellement les paysans dans une enclave, pour en faire un groupe d'étrangers à l'intérieur du pays, afin que rien de ce qui est prélevé de la paysannerie ne retourne à cette paysannerie. Il n'y a pas de système infrastructurel pour la paysannerie, il n'y a rien de prévu au niveau de la santé, au niveau des écoles. On a tout simplement un système qui vise à empêcher l'invasion des barbares vers la ville. Moi, c'est mon impression quand je relis on a intérêt à le ponctionner et à faire en sorte que ce réservoir d'argent, d'or si on peut dire, ne s'épuise pas. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que c'est suicidaire. C'est suicidaire. Si tu permets, j'ai une question pour toi. Dans tout ça, cette relation avec l'étranger, cette relation avec des pays industrialisés, en cours d'industrialisation, qu'est devenu faire l'occupation américaine dans l'évolution agraire? Qu'est-ce que ça a donné? Ah ben justement, je suis très content. C'est à cela que je voulais venir, parce que là, à la limite, ce qui s'est passé pendant l'occupation américaine donne la preuve par neuf de ce que nous sommes en train de dire pour le 19e siècle, de ce que tu viens de dire au niveau du caractère, du trait de mercenaire qu'on voit dans la classe dominante en Haïti pendant tout le 19e siècle. Eh bien, cette bourgeoisie, elle a été heureuse devant l'occupation américaine. Parce que ce qu'elle s'est dit, c'est que les paysans, de temps en temps, essayaient d'entrer en force, de faire des revendications régulièrement, surtout au début de notre siècle, au moment où il y avait une crise paysanne, une crise où la fin de la période d'or, la période forte, on était quand même déjà dans il y a eu donc une crise qui s'est produite, qui s'est manifestée déjà avec ce qu'on appelle le fameux contrat McDonald, dans lequel on voyait un gouvernement vendre toute une partie
du pays à des étrangers, tentaient d'exproprier un certain nombre de paysans. On a vu que des paysans essayaient d'entrer. Et ils allaient par groupe, c'était ce qu'on appelait les cacos, ou d'autres, ou avant on appelait Piquet. ces groupes-là les piquets du Sud, les cacos du Nord. Ces gens-là essayaient d'intervenir sur la scène publique, de protester. Bon, il y a eu des tentatives de manipulation par des politiciens chaque fois. Toujours est-il qu'il y a eu, quand même, de la part des paysans, des sursauts réguliers, sporadiques. Bon, alors, en 1915, la bourgeoisie a été heureuse parce qu'elle a taxé l'ensemble de ce monde paysan comme un monde de bandits, de rebelles, d'ignorants, d'analphabètes, de gens sans éducation, de gens peu civilisés, enfin carrément sauvages, qui essayaient d'intervenir, qui ne sont pas les vrais Haïtiens. Les vrais Haïtiens, ce sont les gens qui sont passés par les écoles congréganistes, par les grandes écoles, qui ont fait un voyage en Europe, et qui vivent avec les gens de bord de mer, qui parlent français, non vaudouisants, non vaudouisants surtout, non vaudouisants ouvertement, pour le grand public. non vaudouisants ouvertement, puisqu'une bonne partie d'entre eux pratiquent le vaudou dans la clandestinité. Eh bien, on se rend compte que en 1915, ces gens marchent avec l'occupant américain. Parce que l'occupant américain fait un travail de nettoyage. Il vient civiliser. Bon, tu veux dire par là, tu veux dire par là que avant 1915, disons entre 1900 et 1915, il y a eu comme une offensive paysanne, une tentative d'offensive, et qui a été arrêtée par des étrangers pratiquement. Qui a été arrêté par des étrangers, oui, par les étrangers. Bon, évidemment, il faut comprendre que les États-Unis, à ce moment-là, essayaient de prendre le relais des autres nations européennes, l'Allemagne, la France et d'autres, l'Angleterre, avec lesquelles la bourgeoisie d'affaires haïtienne était en connexion permanente. C'était les États-Unis qui, dans ce mouvement d'expansion d'eux-mêmes, dans ce mouvement d'impérialisme, les États-Unis essayaient de se poser au niveau impérialiste par le monde. Bon, on sait que ils mettaient dehors tous ces gens-là pour prendre leur place. Bon, eh bien, ils ont trouvé une situation toute faite, un terrain tout préparé. À travers la classe facile dominante. Et ils ont frappé dur, directement sur la paysannerie. Ils ont essayé d'abord de mettre en l'air tout le système que les paysans s'étaient construit, le système de défense. À mon avis, la crise que la paysannerie haïtienne traverse maintenant, je ne dirais pas qu'elle prend ses racines dans l'occupation américaine, mais elle a trouvé ses bases d'accélération dans l'occupation américaine. Nous en vivons encore en quelque sorte. L'occupant américain a commencé par exproprier, par tenter de créer de grandes propriétés. C'est très important. Je me permettrai une remarque. Justement. De grandes propriétés, particulièrement en plaine, là où il y a les meilleures terres. Justement. Mais Parce là où qu'il le y a- paysan n'est pas. Et là où le paysan est en moindre importance en termes de nombre. Puis de mettre les paysans dans le système de la corvée. Donc de reprendre en fait des pratiques qui datent de toute son ouverture. De réorienter complètement tout Haïti en fonction des intérêts d'une métropole précise, la métropole américaine. Et je considère que là, ça a été la grande offensive de la classe dominante liée aux Américains pour, une fois de plus, relancer la grande propriété. Et relancer la grande propriété là où c'était relativement plus facile, c'est-à-dire dans la plaine du cul-de-sac, où une entreprise comme la ASCO de production de sucre s'est accaparé 8000 hectares. Ou dans la plaine du Nord, où une entreprise de production de sisal s'est accaparé 16 000 hectares. Des choses relativement aberrantes par rapport aux besoins d'une population paysanne en montagne qui, je fais... Ouais, mais enfin, ça aurait repoussé le problème de 10 ans plus loin, c'est tout. Ça a repoussé ça le fait problème, mais ça a été une tentative de relance Oui. de la grande exploitation agroexploitatrice contre cette exploitation familiale paysanne très souple,
très intelligente qui avait été mise au point durant le siècle. Oui, mais à ce justement, moment-là aussi, c'était l'accélération et la transformation très rapide des techniques paysannes. On passait du couvert boisé à l'igname, de l'igname au grain, et pratiquement maintenant, on retournait à des formes de tubercules vraiment qui demandaient un milieu vraiment artificialisé, ou bien carrément un sol très, très épuisé. Il fallait valoriser un sol qui était devenu très, très épuisé. Et ces techniques, d'après moi, ce sont ces techniques qui se sont essoufflées. Et au fait, le paysan n'a plus s'adapter parce que justement, à cette période face, il n'a pas pu vraiment, on ne l'a pas aidé à vraiment établir et se structurer cette période face. Et après, on lui a donné vraiment, on a pesé sur l'accélérateur et c'est vraiment, ça a été les assauts répétés contre cette paysannerie et la décadence de cette paysannerie. On peut dire que Haïti a fait une indépendance et en 1804 et que rapidement, à partir de 1806, et même un petit peu, à partir de 1806, on peut dire, avec l'assassinat de Dessalines, il y a eu une tentative continuelle pour bloquer ce mouvement de construction nationale. C'est-à-dire que la nation n'avait pas terminé, en quelque sorte, sa formation au moment où cette indépendance s'est faite. Le milieu rural l'a continué. Voilà, mais c'est dans le milieu rural qu'on a vu cette tâche de construction de l'indépendance beaucoup plus forte et moins dans le milieu de la ville. J'en ai donné deux exemples, moi, si tu me permets. Je la vois aussi, Oui. la construction des milieux ruraux, elle a été aussi limitée, parce que finalement, on pourrait dire qu'après l'indépendance, le paysanat haïtien qui se construisait, il s'est payé sa réforme agraire. Il l'a faite à coups de machette, en s'installant et en occupant l'espace. Et qu'après, tout doucement, mollement, je veux dire, il y a toujours eu un espèce de mouvement de contre-réforme agraire, où on essaye de repiquer la terre aux paysans. Et que finalement la paysannerie, elle n'a jamais pu se développer complètement. Et quand on dit que je veux dire, il n'y a pas d'amélioration foncière, c'est qu'effectivement, même la propriété elle-même, elle n'est pas vraiment assurée pour le paysan. Donc il y a la transformation du milieu, comme elle s'est faite dans d'autres, je dirais, civilisations agraires. En Haïti, elle ne s'est pas faite. Parce que le paysan, il est toujours menacé, il est toujours en lutte. Je pense que nous l'avons vu pendant l'occupation américaine également. Les paysans, eux, se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont essayé de se constituer une certaine résistance par rapport à ce monde, en sorte que nous arrivons aujourd'hui à cette situation paradoxale que les héritiers de tout le courant du 19e siècle, eh bien, ils ne peuvent plus vivre de la paysannerie comme ils vivaient auparavant. Toute cette classe dominante. Ils vivent plutôt d'aide internationale, ou bien ils essaient de mener une politique qui est la politique de la sous-traitance, parce qu'on ne peut plus rien tirer de la paysannerie. On a l'impression que nous arrivons au bout de tout cet effort qui a été accompli par les paysans au 19e siècle et pendant l'occupation américaine. Eh bien, il n'y a plus rien. Il faut se tourner résolument vers l'extérieur. Finalement, la paysannerie haïtienne a été une sorte de réserve dans laquelle une classe dominante puisait, l'État puisait. Exactement. Et à un certain moment, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien à attendre de cette paysannerie. On a essayé de relancer l'exportation du café. Il y a eu dans l'aide internationale un effort pour regrouper les exportateurs et pour pousser les paysans à l'exportation du café. Donc pour tirer le plus possible pour poursuivre les ponctions sur la paysannerie, mais la paysannerie n'a pas trop marché parce qu'elle a vu. Tu permets? Je crois qu'on a fait un saut, historiquement parlant, entre 1930 et 1970, ça a été la grande tentative, avec des projets comme J.G. White et autres, la grande tentative de l'aide internationale de améliorer, pour employer leurs propres termes, améliorer les petites plantations, dont le café, à l'export. Et ça a été un échec total. Échec total, explicable. C'est la tentative d'injecter un système de production dit moderne dans une exploitation familiale qui avait ses propres règles, ses propres normes et ses propres objectifs qui étaient tout à fait différents des objectifs de ceux-là qui voulaient implanter. Ils voulaient des produits d'export. Eux autres, ils étaient acculés de plus en plus à produire des vivres.
Parce que Oui, c'est actuellement, quoi? il y a En un quoi renforcement cette de économie de ces bidonvilles. sous-traitance, cette aide internationale est nocive pour le développement du pays? La sous-traitance a commencé quand en Haïti? Les années 68, 70, des investissements énormes de l'État haïtien dans un système hydroélectrique. Port-au-Prince a de l'électricité. Un peu plus qu'avec l'ancienne usine qui fonctionnait tant bien que mal. Eh bien, la bourgeoisie opportuniste a vu là que peut-être, au lieu de continuer à prélever sur une paysannerie à partir de fiscalisation, à partir de taux d'usure, il y a là une autre occasion, à court terme, à très court terme, d'avoir des revenus sans grand investissement et le moindre risque. Oui, en utilisant le bas prix de la main-d'œuvre. Exactement. La main-d'œuvre devient de plus en plus disponible en ville. Eh ben, c'est une autre occasion. Occasion différente du 19e siècle, du début du 20e siècle. Eh ben, c'était le prélèvement à outrance à partir d'exportation de café, d'indigo, etc. Tu permets? Eh bien, il y a de l'électricité. Et il y a quelques entreprises américaines disposées à recevoir des chemises, des sous-vêtements, etc. Et ça fournit des emplois quand même, tout ça. Ça augmente le niveau de revenus qui permet de créer... Mais cette sous-traitance a ses règles. Ah bon. Et quelles règles? C'est qu'il faut maintenir, pour que cette entreprise soit rentable à très court terme, il faut maintenir la main-d'œuvre à un niveau de salaire extrêmement bas. Ça a commencé à 3 gourdes, c'est-à-dire 60 cents de dollars Par jour. par jour de 8 heures. Quand c'est payé, parce que souvent, ils contournent cette question de salaire par des systèmes de contrats qui, au fond, ne ramènent pas le salaire journalier, effectivement, à ce niveau-là. Ce n'est pas une mauvaise chose de créer des emplois en ville. En soi, non. En soi, non. C'est le contraire qui se Mais passe. en soi, non. Mais, pour que cette main-d'œuvre, on puisse en disposer à ce prix-là, il faut avoir de la nourriture à très bas prix. On importe. On ne l'importe pas au début. De 70 à 80, les paysans ont pu profiter d'une hausse de prix des produits agricoles qui est très sensible. Une demande croissante et une offre stagnante, pour le moins. Ouais. À cause des difficultés, des problèmes de fertilité, etc. Ils ont pu profiter de ces prix. Ils ont réorienté totalement, enfin, longtemps avant et pendant cette période, ils l'ont accentué, réorienté leur système de culture d'un système déjà, le couvert boisé baissait, mais ils ont accéléré le déboisement. C'est classique, c'est normal, pour répondre à une demande. Moins de café et plus de vie. Exact. Pour répondre à une demande, quoi, ça. En fait, ils ont exporté du vivrier. Le vivrier devient Enfin, mais culture d'exportation. Sur le marché intérieur. Culture quand marchande. même. Non, ils ont vendu sur le marché intérieur Oui, une exportation interne. du De la vivrier campagne à la et ville. ils ont profité de cette... Mais les prix augmentent, la production agricole n'augmente pas, mais il faut trouver un moyen pour maintenir ce salaire à un niveau bas. Moi, j'ai une Et question dans la pour logique, c'est La il faut- contrebande. il Non, faut l'importation. importation massive, commerciale, non commerciale ou tout à fait illégale. Alors, C'est ce qui se passe actuellement. Mais si tu permets, ce qui arrive et ce qui est le plus grave, c'est que tous les calculs des économistes, les prévisions de 600 000, 1 million d'emplois, eh ben on s'est rendu compte que 81, 82, le taux n'est plus de 20%. C'est qu'entre-temps, vous êtes dans une division du travail, sur un marché international où tout le monde essaie de tirer un bon coup. Il y a d'autres bourgeoisies aussi qui essaient d'en profiter. Eh bien, il arrive qu'à ce moment-là, le taux de croissance des industries, de l'implantation de l'industrie et donc de l'emploi se réduit de plus en plus. Les calculs de 600 000 en 1990, il y a des papiers écrits là-dessus, avec des prévisions extrêmement optimistes, disant, eh ben bon, on a des problèmes d'érosion, puis ils prennent des choses qui ne sont pas comparables et ils les mettent ensemble. Il faut augmenter la population des villes, donc la disponibilité de main-d'œuvre, d'un côté. Réduire la population rurale, faire des villes de 3 millions, comme Port-au-Prince, 3 millions d'habitants.
il faut rendre disponible de la nourriture à bas prix. Donc, peu importe ce que produit le paysan, son maïs ou son pois, on va casser les prix. On protège 40 000 emplois, 50 000 emplois en ville pour 500 à 1 million d'emplois en milieu rural. Voilà l'aberration, la logique perverse qu'il y a dans cette On les cette protège parce qu'on permet l'arrivée de nourriture à bon prix. Exact. On va plus loin. En somme, cette politique d'aide internationale et d'utilisation de la main-d'œuvre à bas prix par l'industrie de sous-traitance mène à la déstabilisation du monde paysan. La Et une déstructuration continue, l'achève en quelque sorte, L'achève. et ne peut en aucune façon permettre un développement harmonieux, enfin à long terme du moins. D'autant plus que les emplois, même les emplois espérés, on ne les a pas. Et on ne les aura pas. C'est connu politiquement durant la période de février 86 à février 87. Le nombre d'emplois dans cette industrie, le nombre d'industries qui ont dû fermer leurs portes, le nombre d'emplois a baissé on disait de 12 000 à un certain moment, ça doit être de 15 à 16 000 à l'heure actuelle. Pour donner des chiffres exacts, mais c'est passé de 50 000 emplois qui ont pu être créés entre 70 et 85. Maintenant, ça baisse de 12 000. Ça a baissé de 12 000. Ça veut dire que tous les calculs sont complètement faux. La logique perverse continue malgré tout, puisque on y est, on s'y maintient. Non, mais on est d'accord, si la sous-traitance pouvait apporter quelques emplois, ça ne serait pas une mauvaise chose. Enfin, pour ma part, je pense Mais il faut que 100 ce ou soit 200 000 emplois créés par la sous-traitance, je ne vois pas en quoi ça serait mal quand on sait qu'il y a 1 million de personnes qui vivent à Port-au-Prince et qui attendent des emplois. Mais ma question, c'est que faire? Je crois que il y a, au moment où nous parlons, l'occasion de recentrer, de travailler à recentrer l'économie haïtienne. La recentrer au niveau agricole, la recentrer au niveau industriel. Comme tu disais, on ne va pas cracher sur une industrie de sous-traitance qui crée 50 000 emplois. Mais on ne va pas la maintenir à n'importe quel prix. Donc, il faut recentrer. Surtout, on ne va pas baser le développement économique là-dessus. Là-dessus. Donc, il faut recentrer cette économie. Au niveau agricole, ce recentrage signifie quoi? Évidemment, avec tout le travail d'accompagnement au niveau culturel, au niveau politique, d'organisation, etc. Mais ce recentrage veut dire qu'il faut qu'une fois pour toutes, les responsables de ce pays, évidemment responsables avec la participation paysanne, c'est ce qui est souhaitable, parce que les intérêts des paysans, ce sont eux d'abord qui le connaissent le mieux, qui les connaissent le mieux. Eh bien, il faut pouvoir faire en sorte que l'agriculture haïtienne travaille à satisfaire les besoins alimentaires de la population haïtienne. Face à une paysannerie aux abois, je ne pense pas qu'une idéologie, je dis bien une idéologie qui siège au plafond, puisse servir pour apporter des solutions. Voilà. Ceci est très important, à mon avis. On aura beau pouvoir apporter des solutions politiques ou tirer à coups des coups de canon sur des gens ou des maisons en Haïti pour éliminer les groupes politiques, ça n'éliminera pas les problèmes qui sont propres à la nation, au pays et particulièrement à la paysannerie. Ce qui est important, c'est une analyse concrète de cette réalité et des solutions concrètes à ces problèmes qu'on a notés. Quand j'ai parlé d'autocentrage, t'imagines que ce n'est pas une solution de communiste face à un libéralisme économique à outrance. C'est une solution de sauvegarde de tout un groupe social. Et une solution nationale. Donc le développement d'Haïti passe par une
certaine intégration nationale, c'est-à-dire un désenglavement de la paysannerie, une alliance entre les paysans et la ville, d'une part, et d'autre part, qu'ensemble on se mette d'accord pour construire un développement autocentré qui est déjà, dont certains ont déjà commencé à proposer des solutions sur le terrain. Pratique. Les barrages, les canaux d'irrigation dont tu parlais, les petits systèmes d'hydraulique, les plans semenciers, La création les de conservations petites industries en milieu rural décentralisé Ces petits et projets. desservant le marché local. Il faut insister, l'autocentrage, c'est les ressources financières allouées pour satisfaire un marché local prioritairement. Voilà. Non Ensuite- pas, tu m'excuses, non pas qu'on ne veuille exporter, mais on exporte ce qu'on a en surplus, on satisfait des besoins d'étrangers après avoir satisfait des besoins de nationaux. Alors, si vous le voulez bien, on pourra se retrouver en Haïti, tous ensemble, peut-être, pour l'émission prochaine, où on se reverra autour de projets de développement en marche. Gade mache ti peyi mwen adye ou, gade mache ti peyi mwen ou adye ou. Reaksyoner, mache fe kwe, genyen ek sot, adnek l'esprit. Se lan kon sa, pep haisyen, bagen l'ekol, pou li ale. Yabe vore, ni yo espere, n'abe toujou ete keke. Gade mache ti peyi mwen adye ou, gade mache ti peyi mwen ou adye ou. Reaksyoner apè monte, san se milad, sa se nek noue. Se lan kon sa, yap divize, yo ka kampe, ou komande. Yabe vore, ni yo espere, n'abe toujou ete keke. Gade mache ti peyi mwen adye ou, gade mache ti peyi mwen ou adye ou.